responsable du pôle urbanisme d'une commune. Donc, qu'est-ce que le pôle urbanisme? C'est un service qui traite, pour faire simple, tout ce qui est permis de construire, autorisation du droit du sol, de pouvoir construire ou non, tout ce qui est environnement et tout ce qui est prévention auprès des biens et des personnes pour les risques majeurs. Donc, par exemple, s'il y a un risque inondation, je suis en charge d'élaborer le document sur lequel on va devoir se baser pour évacuer les personnes et les mettre en sécurité. Donc, moi, je vais principalement vous présenter les études de droit et comment rentrer dans la fonction publique. Donc, les études de droit, j'ai fait un bac, pour information, j'ai fait un bac ES. J'ai poursuivi avec une classe préparatoire en école normale supérieure en droit et en économie. Et à la fin de ma classe préparatoire, j'ai intégré la fac de droit. Quel était l'intérêt de cette prépa? C'était qu'aujourd'hui vous êtes au lycée. Le lycée, tous les jours vous allez en cours, tous les jours vous avez régulièrement un contrôle, des contrôles qui est effectué. La faculté, c'est un tout autre mode de fonctionnement. Et donc, je ne me sentais pas prête d'aller directement en amphi, de plus avoir un certain cadre pour travailler. Donc, du coup, j'ai fait une licence de droit. J'ai poursuivi avec un master en droit de l'urbanisme et de l'immobilier. Et j'ai fait un deuxième master, mais plus dans une autre faculté, plus de droit, mais d'urbanisme et d'aménagement pour avoir le volet technique et le volet juridique. Donc, principalement, les études de droit, qu'est-ce que c'est? Quand vous allez arriver en droit, la première année, on dit souvent que le droit, c'est difficile, ça fait partie des études qui paraissent les plus compliquées, les plus dures, etc. Je ne dirais pas que c'est dur, je dirais qu'il faut avoir beaucoup de volonté, il faut en vouloir, il faut travailler. Et surtout, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, par dépit, ne sachant pas trop quoi faire, vont en droit. Et donc, du coup, en première année, on est très nombreux. Et c'est vrai qu'il y a une sélection qui se fait lors de la première année. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas faisable. Bien au contraire, les gens motivés, leur première année de droit, ils arrivent tout à fait à l'avoir. Ce n'est pas un souci en soi. Donc, souvent la question, c'est « Ah ouais, mais le droit, il faut apprendre par cœur ». Alors, le droit, il ne faut pas apprendre par cœur. Le but, il n'est pas forcément là. Le but, il est, pendant vos études de droit, vous allez devoir acquérir un raisonnement juridique. Et toute la difficulté de la première année, il est là. Il est qu'on n'a pas ce raisonnement, c'est pas inné, et qu'il faut du coup le travailler et l'obtenir au fur et à mesure des années. Donc du coup, les premières années de droit, vous allez avoir les bases. Donc ça va être du droit constitutionnel, du droit public ou privé. Alors ça, je ne sais pas éventuellement si on rentre dans les détails. Donc, vous allez voir, en fait, entre guillemets, tous les pans du droit, les bases, avec du droit public, donc ça va être les règles qui régissent les relations entre les administrations et leurs administrés. Et puis après, vous allez avoir tout ce qui est du droit privé, qui sont les règles qui régissent les conflits que les personnes peuvent avoir entre elles, sans qu'une administration rentre en jeu. C'est pour faire simple. Donc vous allez voir ça, il y a énormément de sciences politiques, sciences humaines, il va y avoir de l'économie et il y a une langue vivante, une ou deux, ça dépend des facultés, ça dépend des options, etc. Donc ça c'est pour ce qui est des études. Les difficultés, je vous ai dit pour la première année ce qu'il en était. Moi personnellement, ça a été un vrai plaisir de faire du droit. Je ne cache pas que j'ai dû énormément travailler. Il n'empêche que c'est très enrichissant. Ça vous permet de comprendre les enjeux de la société actuelle. Ça vous permet de comprendre comment fonctionne le monde qui vous entoure et pour mieux pouvoir appréhender les problèmes juridiques qui vont se poser à vous plus tard dans votre vie de tous les jours, dans votre vie professionnelle. Voilà. Après, moi, je voulais principalement insister sur le fait que je suis entourée d'un greffier et d'un avocat. Il est vrai que quand on pense justice et droit, on pense de suite avocat, notaire, huissier, magistrat. Aujourd'hui, le droit, le droit, ça fait partie de la vie de tous les jours. Toutes les matières sont réglementées. Et il ne faut pas forcément voir que ces professions classiques du droit.
Aujourd'hui, vous voyez, donc moi je fais du droit de l'urbanisme. L'urbanisme aujourd'hui, tous les jours je fais du droit, pourtant je ne vais pas forcément rédiger un acte, je ne vais pas forcément aller devant des tribunaux. Mais en fait aujourd'hui, vous avez une multitude de masters, donc après, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au master, mais en tout cas les masters c'est là où on se spécialise réellement. Vous avez une multitude de spécialités. Il y a des spécialités donc, en environnement, en urbanisme, en économie, en droit bancaire, en droit des assurances. Vous allez avoir des spécialités droit de la vigne. Alors ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui avec les domaines viticoles qui se développent, effectivement, il y a des spécialités qui émergent. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que vous faites du droit que vous allez forcément finir vers une profession connue, classique. Vous pouvez tout à fait tendre vers des métiers qui vous semblent pas du tout juridiques, mais en fait votre profil juridique va intéresser les employeurs. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes au lycée, vous vous rendez peut-être pas compte de ça, mais à partir de demain, dans vos études universitaires, il va falloir que vous construisiez votre CV dès votre première année de fac. C'est-à-dire ne pas hésiter de faire des stages pour savoir ce que vous voulez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et c'est super important. Enfin, pour moi, le profil juridique est très important quand on ne fait pas une profession de droit classique. C'est-à-dire qu'on a une certaine rigueur. Les employeurs, ils savent qu'on a une rigueur, ils savent qu'on sait ce qu'on doit faire, on connaît la loi. On sait qu'on va être dans les clous, on sait qu'on va être sérieux, on va être rigoureux. La rigueur, c'est un des maîtres mots pour moi des études de droit et de ma fonction aujourd'hui. Voilà. Après, pour rentrer dans la fonction publique, j'avais pas du tout envie de rentrer dans la fonction publique au début. Je comptais travailler dans le privé, dans un bureau d'études. C'est une question d'opportunité quand on sort des études. C'est soit on peut atteindre le job de nos rêves, soit on ne peut pas. Et la plupart du temps, on ne peut pas. Donc, il faut saisir les opportunités qui se présentent à nous. Et il faut se construire petit à petit et tendre vers le métier qui nous plaît en effectuant différentes expériences. Donc, aujourd'hui, c'est parce que je suis rentrée dans une commune qu'effectivement, je me suis dit ça peut être intéressant de rentrer dans cette fonction publique-là. Et donc, ça passe par des concours. Les concours, vous pouvez les faire soit à partir de la licence, soit à partir du master. Sauf que quand vous rentrez dans la fonction publique, si vous rentrez donc à partir de la licence, vous allez rentrer dans une grille indiciaire et donc vous allez être un peu bloqué. Il va falloir, pour évoluer, il va falloir passer des concours. Donc moi, je pousse les gens à passer les concours le plus haut possible, ne pas se contenter de peu. Donc vous avez plusieurs concours, le concours de rédacteur et le concours d'attaché. Le concours de rédacteur, c'est pour un bac plus 3 et un concours d'attaché, c'est pour un bac plus 5. Les deux concours, vous avez une note de synthèse à effectuer. Donc une note de synthèse, c'est que vous avez une quinzaine de documents et vous devez faire une synthèse de ces documents en étant pertinent avec un plan en 2 parties, 2 sous-parties. Et en deuxième partie, vous allez avoir dans tous les cas un oral avec une présentation de 5 minutes sur vous, votre parcours, vos qualités, pourquoi vous vous présentez devant le jury. Et après des questions pendant 20 minutes sur vos connaissances en matière de collectivité territoriale, donc tout ce qui est commune, département, région, etc. Voilà, attaché, vous avez à l'écrit une dissertation en plus quand vous sortez de la faculté. Les dissertations, c'est relativement facile. Si vous voulez passer des concours et rentrer dans la fonction publique, mon seul conseil, ce sera faites-le dès que vous faites vos études, pendant vos études ou de suite après. Quand on attend un peu trop, après, c'est un peu compliqué de s'y remettre. Voilà. Je vais passer le micro avec s'il n'y a pas de questions. Oui, merci. Bonjour à tous. Je vais vous parler brièvement, mais j'espère précisément, de ce métier qui est celui d'avocat, qui est une ancienne et digne profession. Et parce que c'est une ancienne profession, elle véhicule aussi beaucoup d'idées reçues. Idées reçues qui viennent aussi des séries américaines et ce qui fait que parfois on a envie de devenir avocat parce qu'on se fait une idée de ce métier et lorsqu'on devient avocat on a l'impression un peu d'avoir été trahi parce que la réalité n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on avait imaginé ou à ce qu'on nous en avait dit. Je suis donc avocat depuis 7 ans
Et lorsque je parle du métier que j'ai choisi aux personnes autour de moi, la première chose qui me frappe, c'est que en réalité, je dois leur expliquer très précisément ce que c'est que le métier d'avocat. Et lorsqu'on rentre dans le détail, en réalité, on se rend compte qu'il n'y a pas un métier d'avocat, mais il y a des métiers d'avocat. Et lorsque vous allez saluer quelqu'un et qu'il vous dit « je suis avocat », en réalité, il ne vous dit rien. Parce qu'il y a des avocats qui ont des activités extrêmement différentes. C'est un métier très varié. Alors, je voudrais vous expliquer un peu ce qu'il en est du métier d'avocat, en vous disant d'abord qu'est-ce qu'on fait quand on est avocat au quotidien, qui sont les avocats aujourd'hui et comment est-ce qu'on devient avocat. Qu'est-ce qu'on fait quand on est avocat? En réalité, lorsque vous allez chez votre médecin généraliste qui va vous soigner pour un rhume ou parce que vous êtes un peu stressé avant vos examens, il va vous établir une ordonnance. Lorsque vous allez chez votre chirurgien, ce chirurgien va vous opérer et il ne va pas connaître de votre rhume et de votre stress. Et pour les avocats, c'est exactement pareil. Vous avez des avocats, et on pense à cela en premier, généralement, quand on évoque la question, vous avez des avocats qui sont des avocats plaidants. Leur vie, c'est le procès. Leur vie, et leur mission, c'est d'accompagner les personnes dans le procès et de faire valoir leurs droits. Et puis là, vous avez des avocats qui ne vont jamais devant les tribunaux. Ce sont des avocats conseils, on appelle aussi cela des avocats d'affaires, et ce sont des gens qui, en réalité, s'occupent de la vie de l'entreprise. Je vais y revenir. Donc ce sont deux métiers complètement différents. Si vous êtes un avocat plaidant, alors vous allez fréquenter les tribunaux et votre métier, ce sera de défendre la personne qui sera venue vous confier ses intérêts. Le rôle se fait devant le juge pénal. Vous allez défendre quelqu'un parce que cette personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis une infraction, un crime, un délit, une contravention, ou vous allez défendre la victime de cette infraction. Vous allez également plaider devant le juge civil parce que vous allez être chargé de défendre quelqu'un qui est confronté à une séparation, à un divorce, à des problèmes d'héritage, problèmes très variés, qui peuvent être aussi des problèmes d'accident, de litige locatif, etc. Vous irez également plaider devant le conseil de prud'homme. Vous avez peut-être entendu parler de cette juridiction particulière qui est la juridiction du travail. Vous avez un problème avec votre employeur, vous êtes salarié, ou vous êtes vous-même employeur et vous avez un problème avec votre salarié. À ce moment-là, le litige va être tranché par la juridiction du travail. Vous irez également plaider devant le tribunal de commerce. Et là, le tribunal de commerce est compétent pour traiter des litiges entre commerçants. Vous êtes un entrepreneur, vous avez des difficultés avec votre fournisseur, et là, vous saisissez votre juge qui va rendre une décision et trancher la question. Et en dernier lieu, vous pourrez également aller plaider devant le juge administratif qui lui connaît des litiges entre les administrés et l'administration. Vous voyez que c'est extrêmement varié. Extrêmement varié, et je vous parle là que du dernier moment du procès qui est celui de la plaidoirie. La plaidoirie, c'est un moment qui est important, mais ce n'est pas le moment le plus important et le cœur du métier qui est celui de la défense. En réalité, la défense, qu'est-ce que défendre quelqu'un? C'est construire une argumentation. Et construire une argumentation, ça suppose que vous ayez fait des études, ça suppose que vous ayez appris à construire cette argumentation. Et à ce moment-là, vous allez utiliser les outils que vous avez appris en faculté, en stage et autres, pour mettre ces outils-là au service des gens. Le métier d'avocat de la défense est donc, premièrement, de recevoir les personnes qui vous confient leur défense, de les écouter, de construire l'argumentation, le dossier, rassembler les pièces, et c'est un travail en commun, c'est un travail qui se fait avec la personne qu'on assiste, et puis c'est préparer un dossier, parce qu'en réalité, votre argumentation, elle devra prendre la forme d'écrit, et vous allez la déposer au juge, et puis viendra le moment de la plaidoirie, où là, vous allez défendre précisément la personne devant les juges.
Ça, on pourrait dire, c'est une première catégorie d'avocats. Ce sont les avocats plaidants. Après, vous pouvez choisir d'être un avocat conseil. À ce moment-là, vous n'irez jamais devant les tribunaux. Jamais. Vous ne plaiderez jamais. Et votre rôle à vous, votre métier, ce sera d'accompagner les entreprises. Accompagner les entreprises parce qu'une entreprise a une vie propre. Vous allez rédiger des statuts de société, vous allez accompagner la modification de ces statuts de société, vous allez conseiller l'entreprise lorsqu'elle aura des problèmes de droit du travail, rédaction des contrats de travail, rédaction des fiches de paye. Vous allez conseiller l'entreprise parce qu'elle se posera des questions fiscales, comment optimiser la fiscalité, etc. Vous donnerez des conseils en droit du patrimoine. Pour ce qui me concerne, je ne suis qu'un avocat plaidant, je ne fais pas de conseils et je passe ma vie professionnelle devant les tribunaux. Vous avez donc les avocats plaidants et les avocats conseils, et ceux-là, c'est vrai qu'ils sont moins représentés dans les séries américaines. Lorsque vous aurez choisi d'être un avocat conseil ou d'un avocat judiciaire, en réalité, vous pourrez choisir votre mode d'exercice, parce que c'est pas parce que vous êtes l'un ou l'autre que vous allez être enfermé dans un mode d'exercice. Je m'explique. Vous pourrez choisir de pratiquer différentes activités. Vous pourrez accepter des affaires pénales, des affaires civiles, des affaires commerciales, donc avoir un contentieux général, mais vous pourrez également choisir d'être très pointu dans une spécialité unique. On a parlé du droit de la vigne, on peut parler de la propriété intellectuelle. J'ai même un confrère qui ne fait que du droit relatif à la vente de chiens de race. Donc, vous voyez que lorsque vous dites ou vous envisagez de devenir avocat, il faut d'abord que vous sachiez ce qui peut vous plaire dans ce métier. Donc, soit la défense des droits et des personnes devant le procès, soit vous allez défendre quelqu'un à qui on fait un procès, soit vous allez vous-même lancer un procès pour faire valoir le droit de votre client, soit vous allez faire du conseil, mais à ce moment-là, vous allez être proche de l'entreprise, mais vous n'allez pas plaider. Et enfin, vous allez pouvoir choisir votre mode d'exercice, puisque soit vous serez salarié, soit vous serez en libéral. Et si vous êtes en libéral, vous aurez peut-être votre cabinet d'avocat. Et à ce moment-là, vous ne serez pas seulement avocat, et c'est aussi la richesse du métier, vous serez aussi chef d'entreprise. Voilà pour le métier d'avocat. Maintenant, qui sont les avocats? Il y a des métiers très différents, mais tous les avocats ont un point commun, et ce point commun, c'est qu'ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment et ils ont juré d'exercer leurs fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. En réalité, pour être avocat, il faut s'être engagé à respecter une certaine rectitude morale. L'avocat est soumis à un code de déontologie, donc à des valeurs précises, et on ne peut pas devenir avocat si on a été condamné pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Pourquoi je dis ça? Parce que l'avocat, lorsqu'il a prêté serment, il devient auxiliaire de justice. Et lorsqu'il est auxiliaire de justice, en réalité, il est au service de la vérité judiciaire. On se fait souvent l'idée d'un avocat qui va dissimuler la vérité, qui va essayer de tromper les juges, etc. En réalité, c'est un auxiliaire de justice, et l'avocat ne gagne jamais rien à biaiser avec la vérité. Qui sont les avocats? On continue. En réalité, on est une grande famille. Actuellement, en France, il y a 63 000 avocats. Et là, il y a une spécificité, c'est qu'à la différence des notaires, des huissiers ou des magistrats, qui ont leur place réservée lorsqu'ils ont eu leur concours ou leur examen, pour les avocats, lorsque vous avez eu votre examen, vous n'avez pas de place au chaud, mais vous avez juste gagné le droit de vous faire votre place. C'est un métier qui est soumis à la concurrence et qui est extrêmement concurrentiel. En revanche, c'est un métier qui est ouvert à tous, hommes et femmes,
Et ce n'est pas parce qu'on est une femme ou ce n'est pas parce qu'on est un homme que c'est un handicap, puisque à l'heure actuelle, 54% des avocats sont des femmes. Un petit point sur un élément qui pourrait vous intéresser, parce que certains s'interrogent sur cette question, c'est la rémunération. À l'heure actuelle, le revenu mensuel moyen d'un avocat est de 6 000 € par mois. Attention, et c'est là où je m'attendais à cette réaction, c'est assez trompeur, parce qu'il y a des différences considérables. Il y a l'avocat qui fera de la propriété intellectuelle, qui sera dans un grand cabinet parisien ou un cabinet international, qui gagnera beaucoup plus que 6 000 € par mois. Et puis il y a l'avocat qui va se dédier sa vie professionnelle à aider ceux qui n'ont pas le sou, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat et qui vont assister les gens à l'aide juridictionnelle. Ceux-là, ils gagnent beaucoup moins que 6 000 €. Le revenu médian pour les avocats, c'est 3 000 €. C'est-à-dire que sur 60 000 avocats, il y en a autant qui gagnent plus que 3 000 € que moins qui gagnent 3 000 €. Donc, en réalité, on est plus proche de salaires de rémunération qui sont en dessous de 3 000 € que de 6 000. Quand vous commencerez, à l'heure actuelle, et si évidemment les statistiques se maintiennent pour les 6 ou 7 années à venir, vous gagnerez en tant qu'avocat entre 20 000 et 30 000 € par an, ce qui n'est quand même pas énorme. En revanche, vous allez beaucoup travailler. Vraiment beaucoup travailler. Vous n'aurez pas le choix. C'est un métier qui dévore le temps et c'est un métier qui prend énormément de place. Donc si vous choisissez ce métier, en réalité, il faut que ce soit soutenu par une vocation. Dernier point, maintenant que j'ai parlé de la rémunération, comment est-ce qu'on devient avocat? Vous devrez faire au minimum 6 ans d'études. Vous devrez avoir un Master 1 en droit ou un équivalent. Vous devrez obtenir un examen qui vous permettra de rentrer à l'école d'avocat. Vous suivrez 2 ans de formation. Et après 2 ans, vous passerez également un examen pour avoir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Je ne vous cache pas que ce sont des études qui sont exigeantes. Il est assez rare de réussir l'examen d'entrée à l'école d'avocat avec un M1 seulement. Il n'y a que 30% de réussite à l'entrée de l'école et vous ne pouvez passer que 3 fois le concours. Ça demande donc un travail régulier et soutenu. Pour conclure, c'est un métier qui est difficile, qui est très prenant, mais c'est un métier qui offre de très grandes satisfactions. Donc si vous n'avez pas peur du travail, si vous aimez vous rendre utile, à ce moment-là, ce métier est peut-être fait pour vous. Maintenant, je vais passer la parole à monsieur le greffier. Merci. Oui, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais essayer de vous parler du ministère de la Justice. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas sur les professions. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que le ministère de la Justice est composé de 3 directions bien distinctes. Les services judiciaires auxquels j'appartiens, la pénitentiaire, donc qui regroupe tous les gens autour de l'incarcération, les gardiens de prison, directeurs, etc., et tous les gens qui sont censés accompagner les gens qui sont libérés de prison, ce qu'on appelle le SPIP, service de probation et d'insertion. Et la 3e direction, c'est la protection de la jeunesse, protection judiciaire de la jeunesse. Donc dans chaque direction, il y a 4 grands groupes. Alors pour simplifier la tâche, le premier groupe c'est les Bac+4, c'est-à-dire les magistrats au niveau des services judiciaires, les directeurs généraux au service de la pénitentiaire et les psychologues et tous les médecins qui sont mis à disposition de la protection judiciaire de la jeunesse. Les Bac+3, qui sont les greffiers en chef, je reviendrai sur chaque profession, et qui sont à la pénitentiaire les directeurs de services pénitentiaires et les directeurs de PJJ, c'est-à-dire de protection, d'insertion et de probation, et les directeurs des services de protection judiciaire de la jeunesse. Bac+2, qui sont les greffiers,
les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et les lieutenants d'incarcération. Et enfin, pour la PJJ, les éducateurs de la protection judiciaire. Alors, au niveau bac, pratiquement, il n'y a plus rien. Il y a simplement au niveau brevet, donc, vous voyez, on a les surveillants des gardiens de prison, comme on dit, hein, et les adjoints administratifs et les adjoints techniques. Donc, là, on va parler par profession et par niveau. L'adjoint administratif et l'adjoint technique. Alors l'adjoint technique, c'est simple, là, vous en avez ici, c'est les gens qui changent les ampoules, qui font éventuellement un peu de ménage, qui font les photocopies, qui amènent le courrier, qui font les badmestres. Alors là, le niveau de recrutement, c'est brevet. Alors je vous avoue qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de recrutement dans ce corps-là. Et le salaire mensuel est d'environ 1 200 € par mois, malheureusement. Mais enfin, il finit quand même à 1 800 €. Le grade au-dessus, c'est le secrétaire administratif. Alors, il faut bac plus 2, de préférence en droit, mais ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'obligation d'avoir fait des études de droit pour entrer au ministère de la Justice. Mais ça aide, hein, comme on dit. Donc, là, c'est une profession, le secrétaire administratif, qui est une profession interne au ministère de la Justice, mais qui ne fait absolument pas le judiciaire. Ce sont tous les gens qui vont s'occuper des services annexes du ministère de la Justice, à savoir par exemple la régie, pour payer les experts, qui sont en charge de récupérer les fonds auprès des personnes qui ont des litiges, pour payer les experts, enfin, qui payent tous les, par exemple les gardes à vue, qui payent toutes les sommes qui sont payées par le ministère de la Justice, ceux qui sont secrétaires du président, secrétaire du procureur, secrétaire du greffier en chef, qui n'ont absolument aucune fonction judiciaire. Le salaire d'entrée dans ce corps est de 1 400 € et il pourra atteindre au grand maximum 2 200 € en fin de carrière. Alors, les fonctions de greffier, donc soit greffier bien sûr, soit conseiller d'insertion, soit lieutenant de la pénitentiaire. Bon, évidemment, ce n'est pas les mêmes fonctions, mais le recrutement se fait aussi à bac plus 2. Pareil, pas obligé que vous ayez fait des études de droit, mais ça aide parce que le concours est composé exclusivement d'épreuves qui portent sur le droit. Voilà, donc sur le greffier, je vais peut-être m'appesantir un petit peu parce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous plaire. Donc le corps des greffiers, c'est la personne qui va aller assister le magistrat tout au long d'une procédure, qui va réceptionner la procédure déposée par l'assignation déposée par l'avocat, qui va l'enregistrer, qui va convoquer les gens, qui va assister le magistrat pendant l'audience, qui va vérifier la teneur du jugement et qui va faire diffuser le jugement auprès des avocats. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est la tâche la plus importante pour le greffier, c'est-à-dire que tout au long d'une procédure, le greffier est là pour garantir la validité de la procédure. Et juste un point de détail, par exemple, si un jugement n'est pas signé par un greffier, il n'a aucune valeur. Il faut obligatoirement qu'il intervienne. Alors le salaire d'un greffier, il est aux environs de 1 600 € en début de carrière, pour finir aux environs de 2 600 en fin de carrière. Donc si vous avez la chance de passer le concours et d'être reçu, vous allez faire d'abord un stage de découverte à l'École nationale des greffes. Ensuite, vous allez aller en juridiction dans tous les tribunaux pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, vous allez avoir une série de stages à l'École des greffes pendant 9 semaines, en juridiction pendant 28 semaines, et ensuite un stage de 8 semaines pour approfondir vos futures fonctions. Ensuite, il y a les greffiers en chef. Alors, greffier en chef qui correspond à directeur des services pénitentiaires ou directeur de la PJJ. Alors, le greffier en chef, c'est quelqu'un qui travaille dans la juridiction, mais qui fait très peu de juridictionnel également. C'est celui qui est chargé de gérer, de commander toutes les fournitures, de gérer le personnel, de l'affecter, de dire ben, toi tu vas aller travailler à cet endroit ou à cet endroit, avec tel magistrat ou avec tel magistrat. Donc c'est un travail plutôt administratif, pour lequel il est nécessaire d'avoir fait bac plus 3, et les salaires sont un peu plus alléchants, c'est-à-dire de 1 900 à 4 800 € par mois. Voilà. Et ensuite, le sommet pour les jeunes que je reçois, c'est le travail de magistrat.
Alors, le boulot de magistrat, c'est Bac plus 4. Le concours est extrêmement difficile à obtenir et on ne peut le présenter que 3 fois. J'insiste parce qu'on a souvent des gens qui veulent le présenter rapidement et qui l'échouent, et donc ça limite le nombre de chances parce que c'est un concours annuel qui est très difficile. Bon, le métier du magistrat, il y a deux types de magistrats, magistrat du siège, magistrat du parquet. Le magistrat du parquet, c'est ce que vous appelez vous le procureur, hein, on va faire simple, et le magistrat du siège, c'est le juge. À l'intérieur, il y a une multitude de juges, hein, les plus connus, le juge d'instruction, le juge d'application des peines, qu'est-ce qu'il y a comme juge, le juge d'affaires familiales, enfin, toute une sorte, c'est-à-dire que chaque fois que vous êtes juge, c'est comme un avocat, vous allez avoir une fonction spécifique, mais qui va évoluer si vous changez. Vous dites par exemple, moi aujourd'hui je suis juge d'application des peines, je m'occupe des détenus ou des gens qui sont sortis de prison, et demain je vais m'occuper des divorces. Et dans 3 mois ou 3 ans, je vais m'occuper du pénal. Voilà. Donc le salaire d'un magistrat est assez conséquent, hein, puisque le salaire de base n'est pas très élevé, il est de 2700 €. Et alors les salaires les plus élevés sont, on va les passer sous silence, et disons qu'une fin de carrière peut se situer aux alentours de 8 à 9 000 €. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. La seule chose que je voulais signaler pour vous, c'est qu'à l'heure actuelle, les campagnes de recrutement au sein du ministère de la Justice sont très importantes. On assiste à un recrutement qui fait que l'École nationale des greffes ne peut plus recevoir des gens comme moi qui veulent se former. On ne forme plus que les gens qui veulent rentrer au ministère de la Justice. On est à l'heure actuelle à peu près on est obligé de scinder, de faire 2 promotions de greffiers par an, parce qu'on ne peut pas loger tout le monde à l'École nationale des greffes qui se trouve à Dijon. Et pour le greffier en chef, c'est un petit peu différent, pour la magistrature aussi. Il y a d'ailleurs à l'heure actuelle un concours qui est ouvert à la magistrature. Il y a 3 concours, il y a le concours normal, dit normal, Bac plus 5, et puis l'école, 24 mois de formation quand même, et en fait il faut 3 ans pour prendre son poste de magistrat, hein. Donc c'est quand même très spécifique et très long. Donc le recrutement est très important à l'heure actuelle, et j'insiste aussi sur autre chose, c'est qu'il y a une très grande promotion interne chez nous. Moi j'en suis un exemple, puisque j'ai commencé à faire le ménage dans les salles d'audience, et j'ai fini comme greffier principal où je dirige des structures. Hein. Donc chez nous c'est très facile, il suffit de le vouloir. Au bout d'un certain nombre d'années, vous pouvez accéder au grade supérieur, puis au grade supérieur, puis au grade supérieur. Et moi, j'ai notamment une amie qui m'est chère et qui était avec moi à l'école des greffes et qui maintenant est vice-présidente du tribunal.